Mes chers petits loups, bien bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans la troisième partie de mon introduction sur mes travaux en Master 2. Donc, si vous n'avez pas suivi les deux premières vidéos, je vous conseille d'abord d'aller les voir avant de voir celle-ci. Donc, dans la première, on a abordé le cadre des maladies contagieuses avec l'exemple de la peste, qui était une maladie que l'on avait pu recroiser depuis des siècles et qui revient à partir du XIVe siècle. Et nous avons, dans une seconde partie, abordé une maladie contagieuse que les contemporains connaissaient plus ou moins parfaitement, qui était la lèpre. Là, cette fois-ci, dans cette troisième partie, nous allons nous concentrer sur un peu ce qui est le fond, on va dire, du mémoire que j'ai rédigé, sur lequel j'ai travaillé, qui est la pratique du legs. Donc, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la pratique du legs, du moins dans les premiers temps, était quelque chose qui se faisait déjà, mais qui n'était pas forcément quelque chose auquel on pensait de suite. Avec les contextes de maladies contagieuses, avec tout le contexte en fait qui commence à arriver dès le XIVe siècle, on se rend très vite compte que il est beaucoup plus temps d'y penser de bonheur qu'au dernier moment, comme on avait tendance à faire. Donc, il y a deux pratiques de legs à cette époque. Vous avez d'abord le testament, en premier lieu, et la donation. La donation, on la verra dans une seconde partie. Donc, le testament est l'acte le plus courant au Moyen-Âge, pour ne pas dire celui que l'on connaît le plus. C'est celui qui renseigne le mieux l'historien sur la pratique, justement, du legs à cette époque-là, à qui on lègue les biens, pourquoi, dans quel motif, les institutions les plus va le favoriser, que ce soit institutions religieuses ou institutions profanes, peu importe. On y trouve aussi des renseignements sur les héritiers, sur les sommes versées, les biens qu'on leur donne. En fait, on trouve quasiment un bon gros panel en fait de données. Les testaments sont écrits principalement en latin, mais ils peuvent également être écrits en occitan. Ils ne sont pas encore écrits en ancien français. Donc ceux qui ont des problèmes, on va dire, pour il y a le latin ou il y a l'occitan, ils sont un tout petit peu embêtés, ce qui était mon cas, je le confesse. Mais bon, il y a toujours une solution à tous les problèmes. Hein. Donc, quelles sont les conditions qu'il fallait pour rédiger un testament? En premier lieu, il fallait être majeur, être un homme, et ne pas être frappé de ce qu'on appelle une forme d'incapacité, c'est-à-dire ne pas être sous une tutelle quelconque, ou avoir des problèmes, des maladies mentales, des choses comme ça, enfin, des choses qui font que vous ne puissiez pas tester, parce que pour faire un testament on dit tester, de vous-même, donc il faut avoir le recours d'un tiers. Et là vous allez me dire, mais attends, il faut être un homme, mais les femmes, dans ces cas-là, elles deviennent quoi? Les femmes, malheureusement, au Moyen-Âge, comme bien après, elles sont obligées de demander l'accord d'un référent masculin de leur famille. Ça peut être leur père, ça peut être leur mari, ça peut être qui elles veulent, du moment que c'est un élément masculin, enfin une personnalité masculine. Et à ce moment-là, elles peuvent faire un testament, du moins si elles ont quelque chose à léguer, c'est qu'à l'époque était parfois assez difficile. Hein. Moi, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il était parfois très compliqué de trouver des legs des legs de femmes, même si on en trouve, c'est pas exclu, on en trouve, mais c'est des fois les legs c'est des fois des papiers qui concernent le legs du père, enfin la fille qui gère le legs du père, enfin disons que les femmes c'est compliqué pour elles de faire un testament. Pour l'historien, c'est une source relativement précieuse. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous faire une idée sur, on va dire, les contextes de l'époque. En temps de maladie, déjà, les maladies ne sont pas indiquées dans les testaments, ce qui rend parfois très compliqué pour l'historien de savoir si telle ou telle personne est morte de la peste. Dans ce cas-là, il faut se référer plus ou moins à une espèce de tableau avec les différentes périodes des épidémies,
des différentes périodes épidémiques dans la ville. Et là, on peut se dire, tel testament qui, par exemple, datait de 1361, eh ben, la personne est peut-être morte de la peste. On ne peut faire que comme ça, malheureusement. Et c'est également un document qui doit être réalisé devant des témoins. Selon le nombre on va dire, de personnes, et selon le type de testament qu'on fait, vous pouvez trouver 7 à 5 témoins, tout dépendait. Pourquoi on veut des témoins? Ben, tout simplement, on veut qu'il y ait une forme de véracité, de légitimité aussi du document, pour dire, voilà, telle personne a été témoin de la rédaction de tel testament par le notaire machin, et sur le lit de mort de monsieur truc. C'est en fait plus une question de sécurité qu'autre chose. Voilà. Donc, quels sont les différents types de testaments? Alors, la plupart du temps, les testaments sont écrits, mais il existe aussi des testaments oraux. Les testaments écrits, on trouve notamment le testament nuncipatif. Alors, j'ai mes petites notes parce que, pour m'en rappeler, c'est une catastrophe. Ce sont ces testaments-là, en fait, on les retrouve dans les registres notariés. Parce que oui, beaucoup de testaments sont rédigés, se retrouvent très souvent dans les registres notariés. D'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai pu trouver des testaments dans des registres notariés qui étaient découpés sur plusieurs tranches, on va dire, pas tranches d'époque, je vais pas dire ça, mais sur différentes années. Ça pouvait être, je sais pas, de 1391 à 1450, par exemple. Bon, là, je dis un exemple, hein, mais c'était beaucoup plus restreint que ça, mais bon, ça peut arriver, et dans ce cas-là, bien évidemment, les testaments sont écrits en latin, et pas en ancien français, et en occitan, si ça peut arriver. Donc, c'est un testament qui est d'abord une déclaration orale, qui est faite devant 7 témoins. 7 témoins, il faut déjà les trouver. Et dans le lot, il faut prendre en compte le fait qu'il peut y avoir un prêtre, qu'il peut y avoir un barbier, qu'il peut y avoir tout un tas de personnes qui fait que, ben, oui, le testament que monsieur machin truc a dicté, il est bien, ben, c'est le bon, quoi. C'est un acte qui peut être rédigé également, certes par un notaire, mais aussi par une autre personne. Elle peut être rédigée par exemple par un prêtre si jamais il n'y a pas, on va dire, s'il n'y a pas de notaire, à proximité, si vous êtes dans un village et que le notaire, il est dans la ville plus loin, malheureusement, vous n'avez pas forcément le temps d'aller le chercher. Donc le prêtre fait parfaitement l'affaire. On va pas chipoter pour ce genre de choses. Dans les villages, la plupart du temps, on a recours au testament oral. Ce sont principalement les gens qui ne savent pas écrire qui ont recours à ce type de testament. Ce sont principalement les pauvres qui ont recours, parce que bien évidemment pas l'usage de l'écriture et pas forcément peut-être aussi les moyens de faire venir un notaire. Donc c'est un usage qui perdure encore à cette époque-là. Mais il reste relativement rare malgré tout, même si on retrouve quelques, je vais pas dire quelques traces, mais on sait que dans les villages ça se faisait beaucoup, et surtout surtout les plus pauvres le pratiquaient aussi. Les testaments peuvent donner aussi je vais y arriver. Le testament oral est relativement courant. Là, je dis une bêtise, c'était relativement courant. C'est le testament conjonctif qui est le plus rare. Et là, vous allez dire, mais attends, tu t'es un peu mélangé pinceau. Oui, c'est vrai, mais je vous ai expliqué. Le testament conjonctif, en fait, sa particularité, c'est certes qu'il est rare. Pourquoi ? Parce que c'est un testament qui est fait en couple. Il est fait en couple, c'est-à-dire que un couple de personnes pouvait faire un testament commun, afin que l'un des conjoints, si le premier venait à mourir, que l'autre puisse hériter des biens de l'autre. C'est une petite sécurité, en fait.
On retrouve aussi le testament loco defunti. Oh punaise, je vais y arriver avec les noms, désolé. Ce sont ceux, comment dire, qui n'ont pas fait de testament de leur vivant. Ha! Et là, on va me dire, et là, vous allez me dire, ah, tu n'es pas dans la mouise, là. Oui, ce sont ceux qu'on appelle les intestats, tout simplement. Ce sont ceux qui n'ont pas pris la peine de faire un testament de leur vivant, et que le jour où ils meurent, ce sont les parents de la personne qui doivent se débrouiller à faire des legs, des legs nombreux, notamment des legs pieux, des legs profanes, afin de racheter l'âme de celui qui n'a pas fait de testament, pour que celui-ci puisse reposer en paix. C'est moins rare qu'on le pense, mais il y a quand même des traces de ce genre de personnes qui n'ont pas pris le temps ni l'envie de le faire, et que malheureusement les familles se retrouvent un petit peu, un peu en galère vis-à-vis de ça. Avec les testaments, on retrouve aussi des donations. Des donations qui peuvent être faites, après la mort, c'est-à-dire ce qu'on appelle les donatio causae morti. C'est une forme de testament qui concerne des personnes soumises à une curatelle ou à une tutelle. C'est des personnes en fait qui sont quasiment déchues de leurs droits civiques et qui sont sous la coupe de quelqu'un, enfin du moins sous la tutelle de quelqu'un. Et du coup, c'est à eux, c'est à eux que ce genre de donation nous concerne. C'est une donation qui est en moins révocable. C'est un peu comme le testament. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le testament aussi peut être révocable. Les deux peuvent être révocables. Donc en fait, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez tout simplement dire non, c'est non, c'est hors de question. Donc voilà. C'est aussi en fait une forme de donation qui ne prend effet que lorsque la personne est décédée, c'est-à-dire qu'elle ne prendra pas effet de suite. C'est un petit peu, c'est pas, on va dire, un petit peu bizarre, mais ça fait partie de ces choses que quand vous n'êtes pas, on va dire, capable, c'est comme ça. On retrouve également des actes mixtes qui sont assez fréquents, mais pas forcément super fréquents. Ce sont aussi des types de donations qui mélangent différentes clauses testamentaires. C'est-à-dire que vous allez retrouver des clauses un peu différentes, peut-être un texte-mext en fait, de tout ce qu'on peut trouver dans d'autres testaments. Ce sont principalement des vieillards qui ont recours, c'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent être soit malades et âgés, soit tout simplement des gens âgés tout simplement. Les bénéficiaires de ce type de donation doivent un petit peu s'occuper de la personne de son vivant. C'est-à-dire que ça peut être des gens, ça peut être, je sais pas, une personne, une voisine qui vient s'occuper de vous parce que vous êtes malade, jusqu'à la fin, à la mort de la personne, elle peut hériter tout simplement de ses biens. Ça existe encore de nos jours, ça existe encore. C'est assez rare, mais ça se fait toujours. Et c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, dans le cadre juridique, c'est pas quelque chose qui est nouveau en soi. C'est donc un type de testament qui se fait un peu antemortem, c'est-à-dire après la mort. On retrouve aussi un autre type de donation qui est l'auto-traditio. Alors je suis désolée si je lis mes notes, mais pour les noms un peu particuliers, je suis obligée. Qui est un type de donation plus à l'intention, on va dire, des établissements religieux. C'est-à-dire que ce sont des donations qu'on va faire de certaines sommes que l'on va faire à des établissements, notamment le fait de donner son corps et ses biens, par exemple, à cet établissement religieux. Ça se fait beaucoup. Alors, les biens peuvent être gardés, l'argent peut être
Après, tout dépend ce qu'on entend par bien, mais ça peut être vendu, par exemple, pour financer, je sais pas, une chapelle ou des choses comme ça. C'est en fait une dévotion en fait à un établissement particulier. Donc c'est quelque chose qui peut se faire tout à fait normalement en fait. On retrouve, et ça on le retrouve même encore maintenant dans nos pratiques testamentaires actuelles, qui sont les clauses condiciliaires. Quel que soit le type de testament, les condicilles existent encore aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que au Moyen Âge et maintenant, il y a encore des similitudes. On n'a rien inventé de nos jours. Ça vient en fait d'une longue tradition juridique. Les condicilles, c'est quoi? C'est une forme de donation que j'ai appelée pour cause de mort ou plus ou moins, on va dire, on va exprimer nos dernières volontés. Elle reprend notamment des formules du droit romain, principalement à cette époque-là. Le droit romain ne permet pas toutefois l'ajout de conditions à l'institution d'un héritier. Elle ne permet pas non plus de faire révoquer un legs, ni de faire une substitution. C'est-à-dire qu'on ne peut... il y a une certaine limite à la condicile, et les limites, c'est notamment celle-ci. Les condicilles successifs peuvent permettre en fait d'exécuter toutes les autres en même temps, c'est-à-dire que tout se fait en même temps. Il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément de différence les unes envers les autres. Toutefois, elles peuvent être annulées si jamais les unes se contredisent par rapport aux autres. Donc en fait, quand on fait ce genre de choses, il faut faire extrêmement attention, parce que tout simplement, ça entraîne des contradictions. Et à l'époque, quand on rédigeait son testament, ça pouvait poser quelques petits soucis. Quand on voit tous ces différents types de testaments, on se rend compte que ces derniers s'inscrivent également dans le cadre des maladies contagieuses, car les malades font aussi des testaments. Alors je répète, et je le redirai jamais assez, au moment de la peste de 1347-1348, il est très compliqué de trouver des sources testamentaires, tout simplement parce que le taux de mortalité était énorme. On n'avait pas forcément le temps d'aller chercher un notaire, on n'avait pas forcément le temps de rédiger son testament, donc c'était vraiment, c'est très compliqué de trouver des sources datant de cette époque. Pendant, on va dire, cette période, on a constaté toutefois, pour les rares documents qu'on a trouvés, que, notamment au moment de la peste, que un bon nombre de legs pouvaient aller aux ordres mendiants. Et à Toulouse, qu'est-ce qui primait le plus chez les ordres mendiants? C'était les dominicains. Les dominicains, ils sont très présents à Toulouse. Il n'y a pas que eux, mais ce sont principalement eux qui sont présents à Toulouse. Et du coup, il y a plusieurs, on va dire, on retrouve peut-être pas forcément après, pas forcément à 1347-48, mais plus tard, on retrouve quelques legs qui leur sont faits, et ça tombe pile poil au moment où il y a des épidémies de peste. Donc on voit qu'il y a une tendance à favoriser certains ordres plus que d'autres. Toutefois, il faut quand même souligner, malgré cela, que même si la municipalité de Toulouse tend à vouloir faire une continuité dans la création de notaires, dans la continuité des administratives, surtout de la rédaction de legs, de testaments, il ne faut pas oublier que les notaires sont aussi les principaux victimes de ces maladies, car ils sont en première ligne au même titre que beaucoup d'autres. Au même titre que beaucoup d'autres. À certains moments, les personnes malades font des testaments parce qu'elles savent pertinemment qu'elles sont malades et que peut-être elles en auront plus pour beaucoup. Et c'est qui pose beaucoup de problèmes sur justement quand ces personnes guérissent, parce qu'on ne sait pas trop un peu comment s'y prendre, comment faire. Donc ça, on le verra plus tard, mais ce sont des questions qui sont relativement problématiques pour l'époque.
Toutefois, on constate également qu'il y a une augmentation du nombre de registres notariés, ce qui prouve que l'activité des testaments continue. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de frein à cela. Pendant l'été 1361, qui est le deuxième plus gros épisode de peste après 1447, 1348, je commence un peu à fatiguer, je suis désolée. C'est la deuxième plus grosse vague de peste du moment. Pourquoi ? Parce qu'elle va toucher principalement ce qu'on va appeler la peste des enfants. Très certainement parce que ce sont les plus jeunes qui vont en faire les frais beaucoup plus que les adultes. C'est durant justement cet épisode où les notaires vont être encore plus impactés parce que certains viennent de l'extérieur, certains ont été promus notaires dans le fait parce qu'il en fallait, parce qu'on en avait besoin dans l'administration, on en avait besoin partout. Donc ces gens-là vont encore plus mourir. Ce qui fait que, à la différence de certains moments, on va constater qu'il y a encore moins de testaments qu'à cette époque-là. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Du moins, moi, en cherchant, j'en ai pas trouvé énormément. Toutefois, même si la grosse, ce qu'on appelle la peste noire, même si j'aime pas employer ce mot-là pour ça, même si elle a fait un bon nombre de victimes, on peut toutefois cibler plus ou moins sur les épisodes de peste. Si on n'a pas forcément, on va dire, les documents adéquats, on peut toutefois essayer de localiser les épidémies parce que les notaires font partie justement des victimes au même titre que les barbiers, au même titre que les chirurgiens, parce que oui, les barbiers, les chirurgiens font partie des victimes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en première ligne, c'est eux qu'on va appeler pour suturer un bubon parce qu'il est purulent, c'est eux qu'on va appeler parce qu'ils ont des notions d'anatomie, ça je l'ai dit, je l'ai répété, ce sont les seuls qui ont des vraies notions d'anatomie. Les médecins qu'on appelle médecins à cette époque-là, en fait ce sont plus des intellectuels, ce sont pas des médecins, enfin ils n'ont pas une connaissance anatomique aussi peut-être aussi poussée que peut l'avoir un barbier. Il faut quand même le souligner. Donc, eux aussi vont faire partie des victimes, au même titre aussi que les prêtres, qui vont recueillir les dernières confessions du malade et aussi administrer les derniers sacrements. Donc, on peut toutefois essayer de localiser les épisodes de peste au travers justement des testaments de ces personnes-là, parce qu'eux aussi, de plus en plus, ils se mettent à en faire parce qu'ils s'aperçoivent que ils tombent malades au même titre que les gens qui vont soigner, ils tombent malades aussi gravement qu'eux, et au bout d'un certain temps, ils se disent, si je tombe malade, au moins ma famille, mes enfants auront, on va dire, une sécurité que d'autres n'ont peut-être pas pensé à faire. On retrouve également dans les legs des sommes d'argent qui sont données à des personnes qui ne sont justement pas des professionnels. Ce sont des gens lambda qui reçoivent des fois des petites sommes parce qu'elles se sont occupées d'un malade et du coup le mourant a voulu que cette personne-là soit à l'abri du besoin. Il y en a, ça existe. Et c'est quelque chose qui m'a surprise d'ailleurs en faisant mes recherches, mais bon, comme quoi, même dans ces moments-là, la générosité existe encore. Mais le but premier d'un testament, ça reste quand même de mettre à l'abri ses descendants le plus possible, même si c'est pas toujours évident. Donc le testament devient une forme de sécurité pour les malades, mais aussi ça devient un document de plus en plus répandu à la fin du Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que pour la simple et bonne raison que on meurt, il y a beaucoup d'épidémies, il y a le contexte de guerre, et donc
il faut mettre les descendants à l'abri le plus possible. Donc dans ce contexte, on peut se demander comment les maladies contagieuses peuvent affecter justement la pratique testamentaire et comment elles l'affectent. Voilà les problématiques sur lesquelles nous allons travailler, ce que je vais aborder durant les prochaines vidéos. Bon, j'espère que cette vidéo un peu décousue malheureusement vous a plu. Non pas que j'ai pas eu le temps de la préparer, mais c'est juste que c'est un sujet que je ne connais, que même en ayant travaillé, j'ai toujours un peu de mal à l'apprivoiser, ce qui arrive à tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, écoutez, et si j'ai baissé la voix, c'est parce que je suis pas toute seule dans la maison. Écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air, ça aide, ça m'aiderait vachement, et ça aide vachement, parce que ça me permet de continuer et de vous faire du contenu aussi bon que je puisse faire, pour voir peut-être plus poussé, qui sera peut-être plus poussé à certains moments. D'ici là, je vous fais de super gros bisous et je vous dis à bientôt.